toutes et à tous, bienvenue pour ce tout premier talk de Maisons et Objets, cette nouvelle édition de septembre. Ce talk s'appelle Renouveau, Maisons et Objets se réinventent, puisque après 30 ans d'existence, 2 fois par an, 2 rendez-vous annuels, effectivement, le salon change. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'accueille donc sur ce plateau, je commence par ma gauche, c'est pas dans l'ordre, je fais dans l'ordre comme ça. Omar Ghanam, bonjour Omar. Bonjour. Tu es directeur de la stratégie et de l'éditorial de l'agence Cowboys. Et Amélie Pichard. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Oui, je crois que oui, okay. normalement. Parce que moi, je ne t'entends pas trop. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Okay. Amélie, alors chercheuse en création, mais tu nous expliqueras ce que signifie ce titre un peu mystérieux, et surtout directrice artistique de cette édition de septembre. Voilà. Le salon, vous le connaissez, j'imagine. Je rappelle simplement, brièvement, 700 000 visiteurs uniques par session, donc 40% d'internationaux, 2500 marques, donc 25 nouvelles à chaque édition, une communauté d'à peu près 2 millions de professionnels. C'est dire l'importance du salon. On va démarrer pour expliquer un petit peu ce qu'est ce renouveau par ce titre, l'objet dans la maison dans l'objet. Alors, Omar, il y a... L'agence a présidé justement à la conception de ce nouveau Maisons et Objets. Oui, tout à fait. On a repositionné un peu le salon, donc la stratégie globale de Maisons et Objets, et on a travaillé avec Amélie Pichard sur la conception et la conceptualisation de l'animation de septembre, donc Welcome Home, qui sont très liés. On peut dire quoi, juste en 2 mots, mais on va y revenir bien évidemment. Septembre, c'est quoi? Septembre, c'est l'antichambre du nouveau, de l'avant-garde, par rapport à janvier, qui est plus axé sur la maison structurée et structurante. D'accord. Donc des prescripteurs. Ok. J'ai mis en présentation là, ce livre, Philosophie de la maison, du philosophe Emanuele Ecocia. Je vais te laisser en parler. Je voulais juste citer prendre une petite citation de l'ouvrage. Alors, Emanuele Ecocia, il raconte un peu ses histoires avec les maisons, dont une aventure, si je peux dire, qui lui est arrivée. C'est-à-dire qu'il a, à un moment donné, habité un loft totalement vide. Et de ça, il s'est rendu compte de l'importance des maisons, ça il le savait, mais surtout de l'importance des objets. Et il dit, je cite, j'ai mes petites fiches, « Nous n'habitons vraiment que les choses. Ce sont les objets qui hébergent notre corps, nos gestes, qui attirent nos regards, qui nous empêchent de nous heurter à la surface carrée, parfaite, géométrique de la maison. » Ça veut tout dire sur l'importance des objets. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette philosophie de la maison et ce livre a été important pour toi? Tout à fait. Je peux repositionner déjà un peu l'auteur. Emanuele Ecocia, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un philosophe, maître de conférence à l'EHESS, qui a travaillé sur des domaines très variés, qui leur a donné une profondeur vraiment ontologique, philosophique. Donc il a travaillé sur la vie organique avec Métamorphose, la vie des plantes. Il a soutenu cette thèse un peu très schématiquement du 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que tout le vivant sont différentes expressions de la même forme de vie originelle. Il a travaillé très récemment sur la mode et il a donné à la mode une forme de légitimité aussi dans la philosophie avec un ouvrage qu'il a publié avec Alessandro Michele, qui est l'ancien directeur artistique de Gucci. Il parle de mode, d'ailleurs, dans l'ouvrage. Il parle beaucoup de mode aussi dans la philosophie de la maison. Et ce qui est très intéressant dans la philosophie de la maison, c'est qu'il a préempté un domaine qui était très peu exploré par la philosophie. Déjà, quand on travaille sur la stratégie d'un salon comme Maison Objet, je pense, qui réfléchit sur nos façons d'habiter, c'était essentiel pour moi de me baser sur les courants de pensée qui traitent de la maison et qui parlent de la maison aujourd'hui. Et Emanuele Ecocia fait figure d'exception parce que la maison, il faut le dire, c'est la grande oubliée de la philosophie. Le philosophe réfléchit sur la cité, depuis la philosophie antique d'ailleurs, il réfléchit sur la cité et pas sur le domaine domestique, puisque c'est le domaine de la vie purement végétative, biologique, dormir, se protéger, manger, des domaines qui n'ont pas du coup d'intérêt pour la pensée,
par opposition à la ville, à la cité, qui est le domaine de la parole, de la politique, du logos, de l'action. Et en fait, ce que montre Emmanuel Goethe, mais avant lui, des philosophes comme Emma Arendt, qui a théorisé justement cette séparation entre le domaine privé de la maison, de l'oikos grec, donc de la sphère privée, et de la sphère publique, qui est la sphère de la cité, la sphère de la parole, du logos. Elle montre justement comment, avec l'émergence de la classe bourgeoise, il y a l'émergence d'une nouvelle sphère entre les deux, qu'elle caractérise de sphère sociale, et qui est en fait une projection des besoins privés, des besoins de la maison, du domestique, sur l'espace public. Donc on va projeter ces besoins-là, qui sont des besoins domestiques et privés, sur l'espace public en invitant à la consommation, à l'économie, enfin c'est la consommation, l'économie, se restaurer, faire de la rue un espace de divertissement, les restaurants, la consommation, les cafés, etc. Et c'est ce qui montre en fait ce dont parle Emmanuel Ecocha, cette idée que la maison en fait se projette et s'étend, se dilate un peu et sort de son cadre premier, qui est le cadre de l'oikos, enfin de la maison privée, quoi, et envahit l'espace public au détriment de la politique, du logos, etc. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Emmanuel Ecocha dit que cette projection-là, en fait, elle nous fait croire, et surtout dans les villes-mondes dans lesquelles on vit, dans le mode de vie un peu globalisé dans lequel on vit, elle nous fait croire que la maison, le nucléus primaire de la maison, le cause prime premier, devient irrelevant, n'a plus de pertinence, puisqu'on vit dans une scène publique globale où on est chez nous partout. Regardez à Paris, on vit plus au café en bas de chez nous que chez nous, dans notre maison première, dans notre bulle première qu'est la maison. Et ce qu'il a essayé de faire dans ce livre, avec tous ces déménagements, et comme tu le disais, avec cette remise sur le devant de la scène de l'objet, c'est redonner à cette maison, à ce noyau de la maison premier, une forme de pertinence et une forme de pertinence dans notre recherche du bonheur et dans notre recherche de nous-mêmes. C'est-à-dire que on habite le monde qui nous entoure avant tout par la maison et par les objets via lesquels on tisse des relations, on noue une intimité, et il remet en fait la maison et l'objet sur le devant de la scène. C'est un mouvement qui est hyper intéressant et hyper essentiel pour comprendre la philosophie de la maison aujourd'hui, et qui justifie un peu ce double mouvement en fait d'ancrage dans un noyau premier qui est notre maison et les objets qui l'entourent, qu'on peut un peu, je reprends ta formulation qui est extrêmement juste et qui reprend beaucoup ce que dit Emmanuel Ecocha, d'une maison qu'on peut plier, emmener dans un sac et emmener ailleurs. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit que les objets, les liens qu'on tisse avec les objets qui nous entourent dans notre maison, vivent tout le temps avec nous, et c'est un cercle magique qui nous accompagne et qui accompagne notre recherche du bonheur et des autres. Tu connaissais, Amélie, cet ouvrage ? Pas du tout. Et pourtant, pour le coup, dès que j'ai vu ça dans la présentation que tu m'avais envoyée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air génial. Et pourtant, effectivement, comme tu dis, Omar, on trouve beaucoup de résonance entre ce qui est dit dans cet ouvrage, ce que tu en dis, Omar, et cet espace dont nous allons parler juste après, qui est donc Welcome Home. Ça, c'est la philosophie d'Emmanuel. C'est quoi la philosophie d'Omar et de Cowboys pour ce salon et pour cette nouvelle édition ? En fait, on a redigéré ce concept-là, donc de la maison monde d'Emmanuel Ecocha, cette double maison qui est la maison qui accueille tout le monde, où on est chez nous partout dans le monde, dilatée aussi avec les réseaux sociaux. Et un lieu précis, 150 mètres carrés donc de curation et qui sont purement tangibles et physiques. Et on a essayé de synthétiser ce concept-là dans une représentation de la maison qui est la maison décloisonnée. En fait, ça permettait de retranscrire cette dimension d'ouverture d'une maison ouverte. Et puis l'ouverture, c'est un mot qui est extrêmement important, je pense, pour Maison Objet aujourd'hui. On est dans un monde qui se ferme, donc il y a une nécessité d'ouvrir les disciplines, d'ouvrir les perspectives, de faire dialoguer aussi. Ce qui se passe aujourd'hui dans les industries culturelles et créatives, c'est des dialogues, des échanges. On voulait le retranscrire très conceptuellement dans une maison décloisonnée. Et ensuite, on en a fait cette coquille ouverte sur le... dont on va parler dans quelques minutes. Si je dis renouveau, ouverture, décloisonnement, ce sont trois mots qui résumeraient de bonne façon l'édition de septembre ? Tout à fait. Enfin, et peut-être l'édition de janvier aussi, d'ailleurs. Mais Tout à fait, oui. Je pense décloisonnement en particulier ici. Ouais.
Et janvier, je pense qu'on réinsistera plus sur des mots un peu plus structurants. Mais on est ici aussi sur une phase de renouveau, aussi, comme tu disais, sur l'édition de septembre. Donc, c'était des mots qui font totalement sens avec notre travail. Septembre, on est davantage sur la jeune garde, sur les jeunes studios de design, sur la jeune création. Ouais, on est tout à fait sur la jeune garde. Sur la jeune garde qui se passe d'ailleurs le relais d'année en année pour soutenir les jeunes designers, les designers émergents. Le mot d'émergence, c'est très important aussi pour l'édition de septembre. Les initiatives, donc on en parlera plus tard, mais qui sont au cœur de cette édition-là, sont toutes là pour soutenir la jeune garde, et c'est important que Amélie Pichard soit leur marraine aujourd'hui, qu'elle soutienne aussi cette jeune garde et qu'elle représente une forme de marraine pour eux. Comment, justement, effectivement, Amélie, tu es donc l'ADA, la directrice artistique de cette édition. Comment ce choix s'est fait? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur la conception du salon, de cet espace? Pour le choix, il est assez évident. On parle de mode de décloisonnement, on parle de jeune garde. Enfin, ça faisait assez sens, sachant bon, Amélie, tu me coupes si je divague, mais Amélie Pichard, c'est une créatrice qui est inclassable et qui ne veut pas être classée, qui ne veut pas s'inscrire dans un courant, mais qui fait dialoguer justement plein d'influences, plein d'inspirations, et c'était essentiel dans cette démarche-là de décloisonnement, d'ouverture, de faire travailler quelqu'un qui mélange, qui aime faire des joyeux mélanges dans ses univers. Donc Pamela Anderson qui rencontre David Lynch, je pense que c'est des choses qui te parlent, et donc ça, plus le côté jeune garde, artiste émergent, je pense que c'était une rencontre assez évidente et assez... Oui, et puis finalement, ce qu'eux avaient commencé à entreprendre et préparer, on va dire, avant que j'arrive, moi, pour vraiment travailler, vraiment focus sur la maison, on va dire, et l'affiche, j'étais complètement raccord avec eux, donc ça a été assez naturel. Et donc, ce qu'ils avaient pensé, eux, comme coquille, comme Omar a dit, en fait, finalement, après, tout s'est fait de manière très naturelle. À partir de ce décor qu'ils avaient commencé à planter, on a finaliser les choses ensemble, et c'était aussi très agréable du coup d'arriver où on se comprenait complètement. On passe là, on voit sur l'écran derrière nous des visuels on va appeler quoi, d'inspiration. C'est un peu ce qui a présidé un peu à ce nouveau visage. C'est le pendant un peu artistique et direction artistique de ce qu'a pu représenter Kochia dans la conceptualisation. Ici, c'est des inspirations qui ont guidé la scénographie et le choix de la structure. Il y en a plusieurs. Vous voyez Eileen Gray, il y a Schlegel, je ne sais pas si elle est passée ou pas, Valentine Schlegel. Est-ce que je peux voilà, Valentine Schlegel. Ensuite, Eileen Gray et Dogville, c'est un peu le trio de Lars von Trier, le film de Lars von Trier. C'est un peu le trio de références qui nous ont inspirés dans la scénographie, dans la conceptualisation du lieu. En fait, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement, comme je disais, d'ouverture, de décloisonnement qu'on voit très bien ici avec Dogville, qui est lié à notre expertise aussi dans le cinéma, puisqu'on a une partie cinéma où on travaille avec des chefs déco, avec cette idée vraiment de décor de ciné ou décor de théâtre. Et ça rejoignait cette idée qu'on voulait d'une maison qui soit décloisonnée, où les parois, les murs tombent et où les perspectives s'ouvrent. Mais on voulait ensuite que chacune de ces parois puisse laisser la place à l'objet. C'est là qu'interviennent du coup Schlegel et Eileen Gray, parce qu'il y a l'idée en fait que la paroi devient un support au service de l'objet, et que l'objet se trouve moulé dans la structure, et que la maison devient habitée et habitante, et qu'elle indique, qu'elle invite un peu à interroger. On parlera beaucoup des objets, je pense, par la suite avec Amélie, mais l'idée en tout cas que cette structure-là, c'est vraiment un canvas pour qu'ensuite s'exprime une forme d'interrogation sur l'objet et la maison. C'est un peu comme si, cette illustration-là de Dogville, où on voit aussi le plan, et puis j'ai eu la chance d'aller faire un tour dans ton espace juste avant le démarrage de cette table ronde. C'est presque comme si la maison s'effaçait au profit de l'objet. En fait, l'idée était surtout c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi je revenais quand on s'est rencontrés du cinéma, où j'étais allée voir le film sur Eileen Gray justement,
Et donc j'étais vraiment complètement obsédée par cette typo pochoir. Et eux ils avaient dans leur doc le visuel de Dogville. Et donc du coup, ça n'a pas été, du coup, c'était très naturel. Ouais. Et moi, je savais très bien, avant même que je sache exactement à quoi pourrait ressembler, on va dire grossièrement la maison, quoi, que ce que je voulais, c'était aussi montrer des objets qui ne soient pas terminés. Et donc, du coup, c'était aussi très intéressant d'avoir une maison qui ne le soit pas, puisque moi, mon objectif, c'était de dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours tout finir et finir avec le mot finition aussi. Il y a vraiment un truc de lisser les choses. Et donc, et ça ne me dérangeait pas non plus, parce que souvent j'aime bien les contrastes. Donc, vu que je savais que je voulais pas mal d'objets qui ne soient pas finis, j'aurais peut-être voulu une maison qui le soit. Mais là, comment la maison est fichue, il y a des murs blancs. Et là, il se passe des choses sur ces murs blancs avec ces objets qui ont une aspérité. Et de l'autre côté, ces pans de murs sur lesquels il ne se passe rien du tout et qu'on ne voit pas. Mais voilà, c'est ça l'histoire. Finir, c'est finitude aussi. Ça pourrait nous emmener aussi sur ce versant-là. Ouais. Qui est un autre aspect, mais finalement, on revient à la philo. Voilà, du coup, donc je ne sais pas si c'est le moment où je dois raconter le principe de la maison. Encore quelques secondes. Je voulais juste qu'on vienne ensemble sur ce symbole qui est à la fois cette nouvelle affiche, d'ailleurs complètement différente de ce qui a existé jusqu'ici, et surtout cet objet, cette théière maison théière, je ne sais pas dans quel sens on le... Il n'y en a pas, c'est une maison théière, théière maison. Donc, comment elle est née, cette maison, cette idée la mission que j'avais était donc du coup de faire la direction artistique de l'affiche quand Cowboy m'a contacté. Et tout de suite, j'ai voulu quelque chose de très simple, c'est-à-dire que je me suis dit, je veux faire quelque chose autour du mot maison et du mot objet. J'imaginais donc un objet hyper simple posé sur cette affiche et qui fasse tout simplement le jeu de mots. Et j'ai repensé donc du coup à une théière que Blumen, la céramiste, avait faite, que j'avais découvert quelques mois plus tôt, que j'avais voulu acheter mais que j'avais pas acheté. Et je me suis dit, tiens, je vais lui demander si elle l'a toujours, et comme ça on va la prendre en photo et ça sera l'affiche. Et puis voilà. Et finalement, elle m'a dit, non, pas du tout, elle est vendue. Et c'était la seule, et c'était vraiment la première fois qu'elle faisait ça même de sa vie, quoi. Et j'ai fait, ok, on va trouver une solution. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, quand il y a une contrainte aussi qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette contrainte. Et l'idée n'était surtout pas de vouloir faire une affiche avec l'IA gratos, dans le sens c'est gratuit d'utiliser aujourd'hui l'IA, dans le sens c'est facile, quoi. Mais je voulais qu'il y ait vraiment un sens à tout ça. Et donc du coup, on s'est dit, faisons un dialogue en fait entre l'IA et Blumen, qui elle pour le coup était carrément très réticente à l'IA. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, qu'on a montré à l'IA, on va dire, l'affiche, et là c'est Cowboy qui est donc intervenu à ce moment-là, puisqu'ils sont très forts en IA. Et donc du coup, ils ont fait dialoguer l'IA avec Blumen, avec son art, etc., pour qu'on arrive à quelque chose de nouveau. Après, on disait un peu ce qu'on aimerait bien avoir, etc. Et cet été, du coup, Blumen a réalisé la théière. Et elle est en vente à partir d'aujourd'hui aux enchères jusqu'à la fin du salon. Voilà. Exactement. Je suis très frustré parce que j'aurais voulu qu'elle soit avec nous. Qu'elle soit ici, non. Mais elle est sur ton espace. Elle est dans le salon et c'est très derrière. Bien. Et c'est très bien comme ça. Du coup, vous irez, j'espère, la découvrir. Il y a quand même tout un symbole en fait dans cette affiche et dans cette théière, parce qu'on est à la fois sur sur les outils que peuvent utiliser aujourd'hui la jeune garde, donc l'IA. Sur un objet tangible, sur de l'artisanat. Enfin, c'est vraiment en soi finalement un excellent résumé du oui, parce qu'en fait, on se pose plein de questions. Ouais. On n'a pas la réponse de toute façon de ce vers quoi ça va nous emmener, on va dire. Mais en tout cas, oui, je pense que le dialogue était intéressant. Et puis surtout, sur l'affiche, de dire ceci n'est pas encore une théière. En fait, aussi, l'idée, c'était, on voit beaucoup de choses fausses aujourd'hui. Même quand on est sur Instagram, on se dit, on s'envoie des trucs, mais en fait, c'était une vidéo IA. Et donc, aujourd'hui, on est trompé par plein de choses. Et donc, l'idée, c'était aussi d'aller mettre ça en plein milieu des yeux de tout le monde, se dire, est-ce que ça existe vraiment? Et donc, tout le monde s'est dit, est-ce que ça existe? C'est pas possible du tout que ça existe. Et après, avec le petit mot, ceci n'est pas encore une théière.
Donc ça re-questionne, Ouais. mais bon, un jour ça le sera, et aujourd'hui ça l'est. Et aujourd'hui, ça l'est, Voilà. effectivement. Alors, elle se décline, cette théière, ou en tout cas cette intention, pour illustrer les différents secteurs. Est-ce que j'arrive à appuyer sur mon bouton? Voilà. Donc là, on retrouve Cook & Share qui est symbolisé. Enfin voilà, les différents, les 6 secteurs que l'on va retrouver sur cette édition avec ce même principe. Effectivement. Bon, il est peut-être temps d'en parler maintenant, de ce Welcome Home. Vous avez hâte ou pas? Est-ce que vous êtes allé voir la maison? Qui est déjà allé voir la maison? Tiens. À la moitié. Ok. Bon. Ok. Il y a déjà Merci pas mal de de gens votre qui réponse. sont au courant. Bon, alors avant, Ok. tiens, moi, je vais encore retenir les chevaux 2 minutes, ou en tout cas sur l'espace. Comment on présente Amélie Pichard? Qui est Amélie Pichard? Vaste question. Vaste question. Non. Amélie Pichard a changé de peau un peu ces derniers mois, puisque à l'origine, ça faisait 13 ans qu'on disait que j'étais créatrice Oui, de chaussures, oui, après créatrice de sacs et chaussures, oui. ou créatrice de mode, qui était un terme que je n'aimais pas spécialement d'ailleurs. Et puis finalement, quand j'ai décidé de changer un peu de vie et encore une fois enlever cette étiquette, du coup, l'idée a été de dire, en fait, ce que je fais vraiment depuis 13 ans, c'est que je cherche des idées, je cherche des artisans, je cherche des talents avec qui travailler. Donc, je suis chercheuse en création. C'est Voilà. le changement, ce changement professionnel, il correspond au changement de lieu, Et il d'habitation, correspond à un changement de vie aussi. de maison. Et de maison. Ouais, voilà. Un cadre de vie. Ouais. Pas un style de vie, c'est ce que je dis souvent. J'ai changé de cadre de vie et pas forcément de style de vie, Ouais. puisque finalement, mon quotidien et mon travail restent toujours un peu la même chose, on va dire. Sauf que je travaille avec une vue sur la forêt. Et voilà. Mais, Inspirant, j'imagine. oui, et puis Ouais. reposant surtout. Reposant. Voilà, c'est ça. Pardon. Et voilà, donc oui, donc du coup, chercheuse en création. Donc aujourd'hui, j'ai un studio qui s'appelle Synthétique, Ouais. en gros. Donc du coup, je travaille enfin aussi pour les autres et pas que pour moi. Du consulting, de la curation. Voilà, je fais du consulting en création. Donc ça peut Ouais. être autant pour faire du produit que pour faire des campagnes, pour trouver des idées. Et même aussi, ça peut être de l'accompagnement, du conseil, du coaching, etc. Ok. Donc pour des marques plus installées ou qui naissent aussi. Donc il y a vraiment plein de choses. Mais finalement, ça c'est assez récent. Et donc petit à petit, là, on va aussi commencer à construire ça. Et ça s'appelle Bureau Synthétique parce que l'idée n'est pas du tout de lancer une agence aussi. C'est vraiment de rester à taille humaine. Voilà, pendant des années, j'ai un peu questionné la façon de travailler. Et aujourd'hui, voilà, l'idée est vraiment d'être très indépendante. Tu fais toujours des pichardises. Et je fais plus de pichardise, mais bon, la théière, c'est un peu une pichardise. J'adore ce mot, je trouve ça super. Ouais. Bon, alors, on y est. Enfin, on y est en même temps, on va pas voir grand-chose sur les slides qui suivent. Et c'est volontaire. C'est ça. Voilà. Explique-nous ce concept donc de maison décloisonnée. La maison décloisonnée, c'est plus Cowboy qui l'a amené. Moi, disons que j'ai l'idée de la curation qui a été mon travail ces derniers mois, donc de trouver qu'est-ce qui allait meubler cette maison. Ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire que je savais un peu que ce que je voulais, c'était des objets dans lesquels on ressente la main, où on ressente la matière, et pas forcément quelque chose de fini. Bon, en vrai, il y a quasiment que des objets qui sont finis, évidemment, mais voilà, qu'on ressente plus la main et le matériau. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans la maison, quasiment tout est blanc ou très clair. Tous les objets sont très blancs, parce que je trouve que souvent, il y a des couleurs qu'on n'aime pas du tout, et ça nous empêche de vraiment lire le produit. Et là, j'avais envie que tout soit blanc pour qu'on voit vraiment l'objet en lui-même, parce que du coup, ça devient neutre et on voit plus ses formes, on voit plus sa construction aussi. Et donc, tout est quasiment blanc pour cette raison-là aussi. L'un des seuls objets, c'est la théière. C'est l'objet Voilà, coloré. C'est quasiment. la théière, Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et voilà, donc du coup, il y a une grosse majorité, ce sont des exposants. L'idée était un peu, vu qu'on remplace en fait l'espace tendance du salon, c'est quand même de mettre en avant les exposants. Et après, il y a aussi quand même une petite partie de designers de la Design Week
et une autre où c'était libre, pour pouvoir aussi raconter un peu mon histoire, puisque ce qui s'est fait à un moment donné, justement dans le dialogue avec Cowboy, c'était que finalement, ce qui soit le plus logique, c'est que ce soit une maison. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on rentre par une entrée, et ensuite, on passe par la chambre. On voit là le... Là, on voit le plan. Le plan, est-ce qu'on peut symboliquement déambuler ensemble? Ouais. Donc, on rentre par l'entrée. Original. Et là, il y a juste un téléphone rouge qui nous attend. Là, vous pouvez le décrocher et écouter les messages répondeurs. En fait, tu l'as fait. T'es tombé sur quel message? Je suis tombé sur, j'ai écouté 2-3. Je suis tombé sur Habitat qui t'appelle pour te dire que ton canapé, je ne sais quoi. Ok. Voilà. Je suis tombé sur un autre message d'un monsieur très important, je pense, qui te demande de le rappeler. Et je ne sais plus. Enfin voilà. Ouais, l'idée c'était, en fait, ce qui a été drôle, c'est que j'ai réécouté tous mes messages depuis 2017. C'est super rigolo. Et d'aller trouver que les messages un peu marrants et qui sont liés du coup à l'univers de la maison. Donc il y a le livreur qui me trouve pas, qui s'impatiente, le mec de la chaudière qui m'appelle 3 fois quand on a trop marre parce que je ne suis pas là. Il y a ma mère aussi qui vient voir mais qui est perdue et qui est au bout de sa vie. Et il y a ma kiné aussi qui m'appelle parce qu'après un déménagement, souvent on a mal au dos. Donc ça c'est marrant en fait. Donc du coup l'idée c'est aussi de raconter une petite histoire. La vie. La vie. Et avant, c'est vrai que quand on rentrait chez soi, il y avait le répondeur, ça n'existe plus. Et du coup, c'est un peu dommage parce que c'est aussi un peu marrant comme de faire ce geste. Et donc ensuite, il y a quand même, vous verrez, une petite monticule de sel à l'entrée. Ça, c'est quelque chose de plus, un clin d'œil. Et dans certaines traditions, mais de plein de pays différents d'ailleurs, mais l'idée, c'est de protéger sa maison. Et j'ai aussi un peu une sorte de gourou dans le message répondeur qui m'appelle pour me dire « j'ai nettoyé les énergies de votre maison ». Voilà, j'aime bien faire ce truc. C'est un peu mon côté un peu mystique des fois. Et donc sur la maison, c'est important. Donc on a ça. Et ensuite, on rentre par la chambre. Donc comme si on rentrait à l'envers dans une maison, puisqu'on limite, soit on ne voit jamais la chambre, soit c'est le dernier truc qu'on montre. Et là, on rentre par la chambre. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Pas parce que je dors beaucoup, mais parce que je travaille aussi de mon lit. Voilà. Et donc, du coup, on rentre dans cette chambre. Et tu es d'ailleurs... Et on est accueilli par moi-même dans une télé, puisque je ne serai pas là toute la journée pour expliquer à chaque personne. Donc, je suis un peu là quand même pour accueillir vous tous. Et je suis avec mes chats dans mon lit et je travaille comme je fais tous les jours. Voilà. Donc, il y a un truc vraiment très réel. Et donc, d'ailleurs, aussi, toute la maison, il y a ce côté-là qui est très réel, qui est très simple et qui n'est pas faux. Et donc, toute la maison est un peu vide, puisqu'on emménage. On voit des boîtes comme si c'était des boîtes en carton. On ouvre, la vaisselle est cassée. C'est la réalité. C'est vraiment ça. C'est comme les vues sur les fenêtres. L'idée était qu'on a des écrans qui donnent des vues comme si c'était des fenêtres. Et j'ai préféré mettre des vues très banales. Donc j'appelle ça des vues moches, mais finalement c'est des vues banales. Parce que la majorité de nous tous, sauf moi depuis pas longtemps, mais on a des vues très banales. On n'a pas des vues sur l'océan magnifique ou sur un coucher de soleil incroyable, etc. Ça, c'est sur Instagram qu'on le voit. C'est ça. Mais dans la réalité, on a des vues très banales. Et donc du coup, dans la chambre, on a une vue sur l'autoroute. Dans le salon-cuisine, on a une vue sur un mur emmuré en parpaing, parce que ça peut arriver. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Bon, voilà, tu vois. Et ensuite, il y a la vue sur... c'est un peu ça, c'est le fantasme d'avoir une belle vue. Tu vas à la campagne pour avoir une belle vue, et en fait, tu es juste en lotissement, et tu as la vue sur un buisson taillé et moche, et avec une maison moche, quoi. Et voilà, c'est la réalité de la vie. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal de petits clins d'œil. Donc là, quand on est dans la chambre, donc on est sur le lit, j'en dis pas plus, vous verrez comment le lit est construit, surtout, pour faire des clins d'œil au côté bureau. Et ensuite, on passe dans la salle de bain qui est très grande. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas comme si je passais beaucoup de temps dans la salle de bain. Mais j'aimais bien l'idée, d'avoir un espace. Finalement, on s'est dit pourquoi pas faire une grande salle de bain où il y a plusieurs. Et surtout, au milieu de cette salle de bain, il y a un trône, enfin un toilette quoi, de la marque Trône. Donc c'est le trône qui trône en plein milieu de la salle de bain. Et après, il y a quand même une douche, un lavabo qui est très bas. Ouais. Et après, là, on commence aussi un peu à s'amuser avec les hauteurs,
pareil, pour faire un peu un clin d'œil à tous ces comptes Instagram d'entrepreneurs qui font que des trucs qui vont pas, où ils mettent le robinet pas du tout aligné à l'évier, ou des trucs Ça parlerait aux architectes présents voilà, dans la salle. peut-être. Mais il y a des comptes Instagram très drôles là-dessus. Et donc, du coup, voilà, l'idée était ça. Ce lavabo est vraiment, t'arrives au genou, donc tu vas te pencher pour te laver les mains en sortant des toilettes. Et après, tout est comme ça, à des hauteurs improbables. Et après, il y a des petits clins d'œil. Il y a pas mal de petites fèves en céramique, un peu partout dans la salle de bain. Il va y avoir le coton-tige usagé. Il va y avoir un pansement avec un peu de sang, plein de petits trucs, ou un chewing-gum mâché, ou des cigarettes qui traînent, voilà. Ou même quand on arrive, du coup, après, dans la cuisine salle à manger, où là, on a la table. Et dans une cuillère, vous verrez, il y a le comprimé Xanax. Donc je ne sais pas, parce que du coup, on est 3 chez nous, et j'ai remimé ce truc-là. Donc il y a moi, mon mari et ma fille. Et donc du coup, j'ai fait des clins d'œil comme ça. Mais aucun de nous deux ne prenons de Xanax. Hein. Mais je trouvais ça marrant. Et voilà. Et là, c'est pareil. Quand on arrive dans la cuisine, salle à manger, on a un bruit. C'est le seul endroit où il y a un son. Et là, c'est un son de couvert. Voilà, comme si quelqu'un était en train de manger. Voilà. Et bon, là, il y a plein de petites surprises aussi. Et on termine enfin au salon pour découvrir donc la théière, qui est la star quand même de cette édition, qu'on retrouve, ça vous verrez. Et qui n'est pas starisée. Pour non, le coup. Mais déjà, la lumière, elle a starifié un peu, oui. Mais c'est sûr que l'idée, c'était pas de lui faire une cloche, quoi. Donc, qu'elle se mette dans tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on la voit bien de dehors, ouais. Et même s'il y a un rideau, et avec la lumière, etc. Ouais. Mais c'est intéressant justement de ne pas avoir joué ce côté affiche, puisqu'elle est à peu près partout. Elle est en grandeur nature, enfin plus qu'en grandeur nature. Il paraît, je ne l'ai pas vue. Elle est monstrueusement je suis pas grande. Passée par là, moi, ce matin. À l'entrée. Ouais. Mais justement, qu'elle soit un des éléments du paysage, du quotidien, finalement. Ouais. Voilà, exactement. Omar, le résultat par rapport à l'idée de départ. Ah oui, tu m'as pas dit ce que tu en avais pensé. Oui, il est temps. Allez, vas-y. Je trouve qu'il a été sublimé justement par la curation et par cette idée, en fait, que, comme tu nous disais pas mal dans la partie de conception, qu'en fait, j'allais voir des objets fonctionnels, usuels, avec des fonctions que j'ai l'impression de connaître, mais que en déambulant, en repassant, il y aurait des questions qui germeraient au fur et à mesure de cette errance dans la maison. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti, moi, très personnellement, en faisant un tour dans la maison. C'est qu'il y a vraiment cette idée d'objets qui t'interpellent, qui te font réagir. Et au début, leur forme ne déroute pas, mais ensuite, ils posent des questions sur ce que c'est que d'habiter, sur comment, en fait, toute la maison te parle aussi, avec tout ce système de post-it que tu as mis en place, ces idées de se laisser des messages à soi-même ou de se laisser des indices de notre présence à soi-même. Et ça rejoint beaucoup, en fait, très sans le savoir. Tu as un peu illustré le livre d'Emmanuel Ecochea et sa philosophie, donc c'est génial. C'est cette idée un peu de cercle magique d'objets qu'on emporte avec soi et qui en fait sont dans un dialogue perpétuel et nous permettent de tisser des relations entre l'intime, l'habité et le vécu et sont en fait au final des fragments de soi-même qu'on laisse pour soi et pour les autres. Donc c'est ce que j'ai ressenti. Moi. Super. Mais c'est vrai que du coup je rebondis sur le mot que tu as employé, que j'ai oublié d'employer, c'est l'utilité. Ouais. Et en effet, c'est tout aussi le principe de la curation, c'était que chaque objet soit utile. Aucun objet, à part la petite statue du musée Rodin, parce que c'était quand même génial de pouvoir enfin avoir accès à une statue du musée Rodin, mais en miniature dans ton salon, mais tout est utile. Ouais. Enfin, tout a une utilité, et ça, c'était important. Ou des fois même un double emploi. Ça, c'est encore plus important, je trouve, aujourd'hui, à notre époque, d'avoir que des choses qui soient utiles, double emploi, et aussi qui puissent se plier, puisqu'en effet, moi, mon fantasme, ça serait ça, ce serait de pouvoir en 3 secondes, plier ma maison et pouvoir l'amener n'importe où. Donc d'être dans un habitat léger au maximum. Oui. Allégé. Léger, superflu, ouais, oui, complètement. Je trouve qu'on est trop envahi de matérialité. Donc du coup, l'idée, c'est d'alléger ça aussi. C'est presque antinomique, j'allais dire. Enfin, en tout cas, c'est culotté de proposer une maison allégée dans un salon qui propose une multitude d'objets. Et parce que c'est très intéressant, justement, je me suis dit,
avant, c'était un espace tendance. Et quand, du coup, souvent, là, ces derniers temps, les journalistes me demandaient les tendances. Et en fait, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est qu'il va falloir s'alléger au maximum et aller choisir l'essentiel. Voilà. C'est aussi intéressant pour l'un comme pour l'autre, ayant travaillé, ou travaillant dans l'univers de la mode, de la maison. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi arrêté de fabriquer des choses. Ouais. Voilà. Et puis d'être sondé sur les tendances, alors que les tendances, c'est bien sûr sympa, mais ça passe. Oui. Bon, ça, les tendances, c'est vrai que ça a toujours été, c'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais enlevé, du coup, vu que je n'avais plus de saisonnalité, etc. Ouais. Mais le dernier morceau qui restait, c'était le côté la matérialité, de devoir fabriquer des choses et de pousser les gens et de vivre de l'acte d'achat d'autrui, en fait. C'était ça qui était un peu perturbant, puisque c'est pas quelque chose auquel je crois dans mon quotidien. Tu reparlais du livre d'Emmanuel Ecochea. J'ai retiré cette citation, extrait cette citation, et je trouve qu'elle va bien avec le Welcome Home. Lui, il dit « Eddy Maison, cet espace dans lequel tous les objets existent comme sujet ». Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en visitant ta maison, votre maison, ta maison, effectivement, que chaque objet est là et fait un peu partie d'un tout, et en même temps a sa propre existence presque. En fait. Oui, si tu regardes juste un objet, tu as plein de trucs à dire sur chacun. Ouais. C'est ça. Donc, en tout cas, on ne peut que vous inviter à franchir, contourner. Voilà, l'espace est juste derrière vous. Il s'appelle donc Welcome Home. Très bien. Omar, d'autres choses à nous dire sur cette... Non, je pense qu'il faut juste découvrir par soi-même et se laisser habiter par la maison qu'on a cherché à habiter au mieux qu'on pouvait. Ouais. Welcome home, quoi. C'est ça. Alors, il y a Welcome Home et puis il y a aussi d'autres espaces dans cette nouvelle édition. Je vais rappeler effectivement les autres, peut-être rapidement. Vous avez affiché derrière nous le plan général. Il est un peu compliqué celui-ci, mais vous trouverez sans doute à vous repérer. Donc, cette année, 6 secteurs sont présents dans 4 halls. On a donc Cook & Share qu'on retrouvera uniquement sur cette édition de septembre. Le secteur décor et design avec le studio signature pour tout ce qui effectivement intéressera les architectes, les décorateurs, voilà, et le design district sur lequel je vais revenir un peu par la suite. L'espace craft, bien sûr, le secteur craft, le secteur fragrance et wellness, fashion et accessories, qui met en avant des jeunes marques incubées notamment, et puis gift and play. Voilà. Le design district, alors vous n'y avez pas participé l'un et l'autre directement, je crois? Non. Bon. Mais il est pour autant quelque part un peu aussi le symbole de cette nouvelle édition, de ce positionnement, en tout cas ouvert aux jeunes talents et au renouveau. Tout à fait, c'est un peu le symbole de cette jeune garde, de ce qu'on qualifiait un peu d'antichambre du nouveau en septembre, qui donne la part belle aux designers émergents, qui leur donne aussi des possibilités de s'exprimer, de passer aussi le relais d'aller en année de génération en génération, d'être parrainé, d'être incubé, et en fait voilà, c'est important d'avoir cette édition-là dédiée à la jeune garde dans une perspective aussi de salon qui fait dialoguer les disciplines et qui fait dialoguer et qui met en avant la création contemporaine. C'est le collectif All House qui a été choisi pour en assurer la direction artistique, qui a réalisé la signalétique que vous voyez derrière nous également, et puis toute la signalétique de cet espace qui est vraiment au cœur du salon. Hein. Il est dans le hall 5A à côté, qui rassemble plus d'une cinquantaine, je crois, de marques, de jeunes créations, de studios d'architectes, de maisons d'édition, de designers, etc. Où vraiment je vous invite à aller voir. Il comporte sur toute une travée plusieurs espaces que
que je voudrais vous présenter, mais j'ai encore du mal avec ma petite zapette. Voilà, hop, je reviens en arrière. Voilà, les Rising Talent Awards, comme chaque année, qui cette année mettent en avant 7 talents émergents allemands. Voilà, sélectionnés par un jury prestigieux. Voilà, et international. Donc vous pouvez également aller. On en trouve certains dans la maison d'ailleurs. Ah, super. Oui, il y en a 2. Je ne pouvais pas tout prendre, mais j'ai dû faire mon choix. Très bien, bien joué. On trouve également l'espace Future on Stage qui met là qui est un tremplin. Vous le connaissez puisque cet espace, on le retrouve aux différentes éditions. Donc un tremplin ouvert à 3 entreprises vraiment dont l'innovation est le moteur, que vous pouvez donc découvrir derrière nous et que je vous invite à aller rencontrer. Ils sont sur cet espace. L'espace Factory, alors là on a plein d'espaces Factory. Il y a Factory by Ulule qui présente une vingtaine de marques, je crois, de jeunes marques issues du financement participatif. Un Factory par la ville de Paris qui présente des talents installés dans la capitale. Le Factory Émergence avec des jeunes marques françaises pour ce qui est des arts de la table et des articles culinaires. Je ne sais pas s'il y en a également dans la maison. Non, peut-être pas. Peut-être, sans doute. Factory by Paris Design Week, bien sûr, où là on fait la passerelle avec évidemment Paris Design Week, qui est un peu la réponse à l'édition de Paris Design Week qui se tient également en ce moment dans Paris, et pour laquelle, je crois... oui, j'ai fait aussi un parcours. Ils m'ont demandé de faire une petite sélection. Donc, il existe aussi un parcours en dehors, du coup, de Villepinte, à Paris, et où je propose plusieurs endroits à visiter, de designers, de lieux, etc. aussi. Et on retrouve certains d'eux, mais pas tous d'ailleurs, dans la maison aussi. Il y a sur Paris Design Week, puisque c'est l'occasion d'en parler, je crois, sur cet espace, Factory, 150 designers, je crois, d'une trentaine de pays, répartis sur 5 lieux, et qui sont présents et qui se feront un plaisir d'expliquer leur mode de création et leur façon d'inventer. On s'approche gentiment de la fin de ce talk. On ouvre un peu sur janvier, sans peut-être trop en dévoiler, mais peut-être pour donner quelques éléments. Qu'est-ce qu'on peut dire de janvier ? La première phrase qui est dans le manifeste ici est intéressante, l'aménagement complet des espaces d'aujourd'hui. En fait, cette idée qu'on repositionne en septembre Paris comme capitale de tous les designs, de tous les jeunes créateurs, on remet aussi l'objet sur le devant de la scène et donc on lui crée un peu sa structure en septembre avec cette jeune garde qui le soutient, et qu'en janvier, on l'assoit dans quelque chose de plus pérenne, de plus permanent. Donc janvier, c'est un peu l'idée de donner la part. Enfin, si je fais le parallèle avec la mode, septembre, c'est plus le cabinet de tendance, l'avant-garde, la capsule, et janvier, c'est plus la ligne permanente, la ligne qui guide plus nos façons d'habiter, nos façons de remettre en fait ces objets sur un aménagement plus complet et plus pérenne de l'espace. Donc, je ne sais pas si ça permet d'ouvrir. Moi, je pense que ça donne déjà un petit éclairage et l'envie, j'espère, pour vous de revenir en janvier. Amélie, on ne te retrouvera pas en janvier, pas ici en tout cas. Non. Pas ici. Bon, très bien. Écoutez, on va gentiment se dire au revoir. Encore une fois, convier les personnes présentes à aller visiter Welcome Home si elles ne l'ont pas encore fait. Ouais. Et merci beaucoup d'être venu nous écouter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, en tout cas. Merci Olivier, merci.